nous allons aborder un ensemble de thématiques autour eh bien, de cet élément qui, qui nous unit en tout cas ce soir, qui parfois unit, parfois désunit, mais en tout cas ce soir, l'idée c'est que nous puissions partager dans cet espace commun tous quelque chose qui nous rassemble et qui nous amène à voir plus haut et plus loin ensemble ce qu'est l'eau, aussi plus en profondeur. Et voilà, ça va être l'occasion de faire un peu le point sur où est-ce qu'on en est au niveau de l'eau, principalement en France, au niveau autant de sa qualité que voilà, du manque d'eau ou de l'abondance à certains endroits. Et puis d'aller un peu plus en profondeur après sur la qualité, mais aussi comment améliorer la qualité de l'eau. Et puis découvrir des aspects particuliers de cet élément autour des sources guérisseuses, des sources miraculeuses. Voilà, donc je vais vous emmener dans un voyage ce soir, et puis vous faire découvrir des outils, vous parler de l'eau, de où on en est avec cet élément aujourd'hui. Et c'est une manière, en fait, d'honorer l'eau aussi, pour cette journée mondiale de l'eau, de parler de cet élément et de prendre conscience de son état, de ce qu'elle nous apporte, de son importance pour nous dans le quotidien, tout autant que pour notre organisme, pour notre santé. Et de faire en sorte que nous puissions, à travers cette évolution de conscience, en prendre plus soin et être plus attentifs à ce qu'elle est, ce qu'elle représente pour nous tous. Je vous souhaite une très belle soirée, une très joyeuse soirée pour cette présentation. Et comme le disait Victor Hugo, les vers d'eau ont les mêmes passions que les océans. C'est peut-être ce qui nous réunit tous ce soir, cette même eau en fait que nous partageons, qui est la même finalement dans toutes nos cellules, qui que nous soyons. Alors pour débuter et donner quelques informations sur qui je suis, d'où je viens, eh bien à l'origine, je suis auteur-réalisateur de films documentaires sur l'eau, dont L'eau la médiatrice, qui a porté sur les recherches de René Quinton, Louis-Claude Vincent, Marcel Violet, 3 chercheurs français des années 1900 à 1980, en fait, qui ont vraiment porté cet élément dans la voie de la santé. Toujours donc dans cette interaction de l'eau avec l'organisme et avec la santé. C'est vraiment ce qui m'a tenu à cœur à travers ces films et un second film, Aquanime, qui a traité spécifiquement de la thématique de ce qu'on appelle la dynamisation, vitalisation de l'eau, dont je vais parler également ce soir. Et puis voilà, ça m'a donné vraiment envie d'aller chercher plus loin, de comprendre qu'est-ce que c'est cet élément eau, dans quel milieu, dans quel environnement il évolue, et donc évidemment de parler des 4 éléments, c'est venu après dans ce cheminement-là, et puis de fil en aiguille faire des conférences en fait pour transmettre ce message-là, des cours en école de naturopathie, et puis la création de l'association Water for World, qui a pour objet en fait de favoriser la purification de l'eau dans le monde, et qui à l'heure actuelle soutient le développement du mouvement Honorons l'eau. J'en toucherai 2 mots tout à la fin. Et puis la conception d'outils, de systèmes aussi pour améliorer la qualité de l'eau, parce que en parler, prendre conscience des problématiques de l'eau, c'est bien. Pouvoir agir concrètement aussi chez soi au quotidien, c'est mieux. L'îlot de l'âme est dans le cœur de l'eau. Âme, îlot, amilo, les amis de l'eau, de multiples consonances autour d'amilo. Et c'est vrai que l'eau est une ressource profonde quelque part pour nous, qui donne un sens, avec tous ceux qui participent à cette aventure Amilo, qui donne un sens au message que nous avons envie de transmettre autour de cet élément et autour de ce que ça apporte et de ce que ça éveille de compréhension aussi de la vie et de soi. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, au-delà des aspects, je dirais, plus conventionnels, de la qualité de l'eau, de son état, de la pénurie d'eau, de la manière d'améliorer la qualité de l'eau, il est important de percevoir que l'eau fait partie des 4 éléments dont nous sommes constitués, dont est constituée toute la nature, et que sonder ces éléments dont l'eau fait partie, c'est sonder quelque part un grand espace de l'univers et de soi-même, et c'est entrer aussi plus en profondeur avec soi-même et avoir des compréhensions sur ce qu'est la nature, sur ce qu'est l'eau et sur ce que nous sommes finalement. Donc ça va aussi bien au-delà de simplement parler de la qualité de l'eau ou des outils d'amélioration, mais ça va bien au-delà de ça.
Voilà. C'est aussi ce que j'ai à cœur de partager à travers cette présentation. Alors, pour revenir à ce que nous sommes en termes de constitution et de composition, un constat sur l'humain, de combien sommes-nous constitués en eau? Eh bien, pour commencer, de 70%. Ça, c'est pour la masse, si on regarde le poids de l'eau dans l'organisme. Mais on peut aussi regarder en pourcentage de molécules d'eau, et là, on va s'apercevoir qu'on atteint 99%, voilà, selon les calculs réalisés par Marc-Henri, grand chercheur dans le domaine de l'eau aussi. C'est-à-dire que finalement, si je retire tout ce qu'il y a dans le corps autre que de l'eau, enfin, si je retire toute l'eau qu'il y a dans l'organisme, finalement, ce qui va rester, c'est très, très peu. Et ça nous donne quand même aussi une idée du rôle, de la place que prend cet élément dans notre organisme et du coup de son importance également pour notre santé. D'où cette petite question quand même. La qualité de l'eau que nous consommons au quotidien aurait-elle une importance par rapport eh bien, à notre organisme, à notre santé, à la manière dont nous sentons, voilà, et comment est-ce que notre corps se porte en fait? Il semblerait. Avant de rentrer dans cette thématique donc de la qualité de l'eau, je vais venir sur un point qui est un petit peu un point d'actualité quand même, hein. Et d'autant plus qu'on arrive là dans le printemps et que les plantes commencent à jaillir et que l'eau est ô combien importante à ce moment-là voilà, pour faire fleurir et faire pousser toute la végétation, et qu'on pressent que déjà on a des manques d'eau à de nombreux endroits, et ça évidemment ça pose aussi des problématiques importantes qui sont les problématiques de qualité d'eau, parce que quand la quantité d'eau diminue, notamment dans les nappes phréatiques par exemple, eh bien, ça veut dire qu'il y a une concentration des polluants qui va s'opérer, des polluants ou également des micro-organismes comme les bactéries. Et donc ça génère derrière des problématiques de qualité d'eau qui sont quand même notoires et qui donc du coup vont engendrer aussi un surcroît de traitement de l'eau, ce dont on s'aperçoit. Donc, il faut voir quand même que la quantité d'eau potable à disposition sur notre planète, elle est quand même finalement assez réduite, pour pas dire infime, au regard de la totalité de l'eau qu'on a à disposition sur notre planète. Ça veut dire que ça doit quand même aussi nous éveiller largement sur l'importance que nous devons attacher à conserver cette eau potable de qualité. Et à éviter donc de la souiller, parce que c'est très rapide en fait de dégrader la qualité de l'eau. Alors, on parle de pénurie d'eau, mais j'ai aussi envie de parler quelque part d'informations, je dirais peut-être un petit peu alternatives, mais néanmoins intéressantes. Et peut-être avez-vous déjà entendu parler de l'eau-mer. Il se trouve que c'est une information qui vaut le coup d'être regardée, parce que c'est vrai qu'on a une perception souvent de la pénurie d'eau liée aux eaux de surface, mais il semblerait quand même que nous ayons en fait des ressources d'eau qui soient vraiment extraordinairement importantes et conséquentes sur des strates beaucoup plus profondes, et que en fait il y ait même une production de l'eau qui soit faite sur la base de la compression de l'oxygène et de l'hydrogène, hein, puisque l'eau c'est H2O, donc hydrogène et oxygène combinés, eh bien, qui est une production d'eau importante dans des strates vraiment profondes de notre planète, et qu'on puisse voir remonter à certains endroits, c'est vrai, vous avez peut-être déjà vu ces images-là, de zones où on a vraiment des résurgences qui sont énormes, et en termes de débit, et en termes de qualité, et en termes de profondeur, puisqu'on n'arrive même pas à les sonder. Et Stefan Reis a participé dans les années 50 largement à faire évoluer la connaissance autour de cette thématique-là, et à travers voilà, quasiment 800 puits qui ont été forés dans des endroits vraiment spécifiques, qui ont permis de faire émerger, même dans des zones arides, des quantités d'eau vraiment très importantes, et toujours avec des qualités vraiment très élevées. Donc il a amené sur ce sujet-là, et donc ça pose évidemment une interrogation, parce que d'une part, on s'aperçoit que la qualité de l'eau des eaux superficielles se dégrade, en plus du fait qu'elle disparaît.
dû évidemment à la manière aussi dont on procède tant au niveau des cultures que de l'industrie ou autre, et, et qu'on la dégrade. Et en même temps, on sait que peut-être on pourrait avoir accès à une ressource vraiment très importante et de très haute qualité en eau, mais évidemment, la question, c'est toujours un petit peu qu'est-ce que nous allons faire de cette ressource et sommes-nous suffisamment sages finalement pour accéder à des informations et à des ressources de ce type-là, si c'est pour continuer à produire en fait les mêmes étourderies, dirons-nous, que nous faisons à l'heure actuelle. D'ailleurs, en ce qui concerne cette réalité-là, vous avez aussi peut-être entendu parler de l'eau virtuelle et il faut mettre donc ces sujets-là en parallèle pour s'apercevoir que eh bien, tout bien de consommation entraîne avec lui la consommation d'une quantité d'eau nécessaire à l'ensemble de la production, que ce soit de la croissance du végétal, ce qui va être servir à la rosée, ou si on parle pour ce qui est très grand consommateur d'eau à l'heure actuelle, c'est tout ce qui concerne la production animale, et donc tout ce qui est après viande, etc., et dérivés. Et donc, tout ce qui sert à la production du végétal pour à l'alimentation de l'animal, ça c'est ce qui à l'heure actuelle représente les plus grosses quantités, les plus grandes masses d'eau utilisées dans ce qu'on appelle l'eau virtuelle, hein, c'est-à-dire si je prends un exemple, pour 1 kilo de viande de bœuf, eh ben, il va falloir à peu près 15 mètres cubes d'eau, hein, 15 000 litres d'eau pour produire 1 kilo de viande de bœuf. Donc on voit bien aussi que si on met ces sujets-là en parallèle, d'un côté accéder à des ressources importantes en eau, mais d'un autre côté ne pas changer ses modes de consommation, eh bien inévitablement ça va nous amener peut-être que dans un déséquilibre plus important. Donc ça veut dire aussi prendre conscience de l'état de la qualité de l'eau et de la réalité de la pénurie d'eau à l'heure actuelle, c'est aussi prendre conscience de où est-ce que j'en suis dans ma manière d'être au monde, de fonctionner, de consommer, et qu'est-ce que je peux améliorer, faire évoluer pour éviter d'une part d'avoir une consommation importante, là, ici on parle de l'eau, mais aussi une dégradation importante de la qualité de l'eau. Alors d'ailleurs, pour parler de ça, les médias en ont largement parlé, hein, des problématiques de qualité d'eau, que ce soit sur Arte, quand la chimie contamine notre eau, sur M6 Capital Terre, quelle eau buvons-nous vraiment, avec toutes les problématiques de pollution, notamment dans les stations d'épuration, et puis également les pesticides contenus alors, dans les eaux embouteillées, évidemment, mais pas que, sur TF1, France 2, voilà, buvons-nous de l'eau avec du plastique? La réponse est oui. France 3 encore, du poison dans l'eau du robinet. Bon, je ne vous parle pas de toutes les autres publications. Voilà, on parle des grandes chaînes, mais dans tous les médias, différents types de magazines et autres médias sur Internet, évidemment, il y a nombre de publications qui concernent les problématiques de qualité d'eau. Alors, je reviens sur quelque chose d'un petit peu plus en lien avec notre quotidien. Ce sont les analyses d'eau qui sont faites souvent quand on reçoit ce type de documentation avec sa facture d'eau pour savoir qu'est-ce qui est analysé et de quelle qualité est l'eau de notre robinet. Et donc là, ce qui est important déjà de comprendre par rapport à ça, c'est qu'une analyse d'eau telle que celle qui nous est présentée ici représente environ une analyse de 500 substances, dont majoritairement des pesticides, mais aussi des métaux, quelques métaux lourds, les bactéries évidemment, les nitrates, puis on peut retrouver voilà, d'autres éléments de turbidité, de pH, d'autres propriétés de l'eau. Mais on consomme couramment plus de 100 000 molécules chimiques en Europe, avec 100 000 différentes sortes. Et on voit bien qu'entre les 500 qui sont analysés et les plus de 100 000 couramment utilisés et qui, en fait, au cours de leur cheminement, peuvent se retrouver dans l'eau, là, il y a comme un écart, en fait, entre ce qu'on analyse et donc la vision que nous pouvons avoir à travers une analyse d'eau et la réalité, en fait, de ce qui se trouve véritablement dans notre eau. Et c'est là qu'il est important de voir cette petite nuance. Et puis également, on s'aperçoit quand même que ne serait-ce que le taux des pesticides autorisés a été multiplié par 5 depuis 2011. C'est quand même pas rien. Et on peut se demander, du coup, aussi, sur quoi sont basés les seuils qui nous sont proposés. Mais ça, on va revenir sur les seuils, parce que c'est quand même une vraie question.
Et très récemment également, peut-être en avez-vous entendu parler puisque c'était dans l'été 2022, avec la présence d'un herbicide, le métolachlore, hein, dont les seuils ont été multipliés par 9. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voyez sur la carte représentée de la France, toutes les zones qui sont donc légèrement bleutées ou vertes sont des zones dans lesquelles les seuils étaient dépassés avec le taux normal. Et eh bien, voilà, après du coup modification de ce seuil qui était multiplié par 9, eh bien effectivement après il y a quasiment plus de dépassement, il n'y a plus que 4% des analyses où il y a des dépassements de seuil au lieu de 66% avec le premier seuil. Alors on peut se poser la question clairement, mais qu'est-ce qui fait que soudainement ce seuil est multiplié par 9 et que donc du coup, ben, une eau qui était considérée comme non potable, c'est-à-dire avec cet herbicide classé quand même cancérigène suspecté par l'Agence européenne des produits chimiques, qu'est-ce qui fait que cette multiplication apparaît par 9 et puis donc du coup, bah, les consommateurs sans problème peuvent consommer à nouveau de l'eau sans se poser de questions. C'est quand même une belle interrogation. Mais voilà comment ça fonctionne, c'est aussi la réalité du terrain, des analyses d'eau et des seuils qui nous sont proposés. Alors, je vais revenir quand même sur une en fait des problématiques principales de l'eau au niveau du réseau, de la qualité de l'eau, c'est le chlore qui est ajouté dans l'eau du réseau. Pourquoi on ajoute du chlore? Bah, principalement pour les problématiques bactériennes qui sont présentes dans l'eau, que ce soit au niveau des résurgences ou dans les réseaux de canalisation. Sauf que, bah, comme vous pouvez voir sur cette magnifique étiquette, le chlore, il est loin d'être considéré favorable pour la santé. Alors certes, on met en faible quantité, mais quand même, c'est suffisamment présent. Et évidemment, ces seuils ont aussi augmenté avec les différentes problématiques et informations dont on a entendu parler ces dernières années. Je ne vous fais pas de dessin. Et puis également avec ce qui se présente là aussi avec les pénuries d'eau et donc, comme je le disais tout à l'heure, les concentrations au niveau de bactéries et de certains types de bactéries d'ailleurs qu'on voit apparaître liés à ces concentrations et le fait aussi que les nappes diminuent et qu'on atteint des seuils, des endroits où ces bactéries peuvent se développer dans l'anaérobie et dans l'aérobie, alors qu'elles ne pouvaient pas le faire avant. Donc, aussi les augmentations de chlore. Et pour vous donner une petite image quand même à quoi peut ressembler une canalisation d'eau, eh bien, vous l'avez ici. Et ça permet aussi de comprendre, d'une part, pourquoi est-ce qu'il y a du chlore qui est mis dans l'eau du réseau, voilà, parce que quand elle passe dans des canalisations comme ça, bah oui, forcément, possiblement, il y a un ensemble de micro-organismes qui ont fini par s'implanter dans tout ça. Et en fait, ça, c'est aussi une des réalités, c'est que le chlore, en fait, ne résout pas cette problématique bactérienne. Dans l'eau, quand le chlore est mis dans l'eau et qu'il est dissous dans l'eau courante, mais à partir du moment où il va y avoir une stagnation et le chlore qui finit par disparaître aussi, eh bien, tous les micro-organismes qui aussi sont devenus résistants, qui sont implantés dans ces canalisations, bah, sont toujours présents et puis vont continuer de proliférer et d'être présents dans l'eau. Donc, de toute manière, au-delà du fait que ça soit défavorable à la santé, le chlore, ça ne résout pas en plus de ça véritablement la problématique de qualité d'eau. Il faut quand même en être conscient. Alors, je reviens quand même sur les pesticides parce que dans l'ensemble des analyses qui ont été faites sur les cours d'eau, on s'aperçoit qu'on retrouve 300 sortes de pesticides différents dans 93% des cours d'eau français. Et parce qu'on utilise entre 3 et 500 types de pesticides différents. Donc, dans 93% des cours d'eau français, il y a la présence de ces pesticides, ce qui est quand même conséquent. Il n'y a rien à dire là-dessus. Et une étude test a été réalisée, test salivaire au niveau des cheveux, etc., différentes parties de l'organisme, étude nationale sur 3100 personnes, donc âgées de 18 à 74 ans, et qui a montré dans 80 des échantillons, des prélèvements qui ont été faits sur les personnes, qu'on retrouvait des résidus ou des dérivés de la dégradation des pesticides. C'est aussi une des problématiques qu'on observe avec le chlore qui se dégrade et qui donne des
des dérivés qui sont tout autant nocifs et problématiques. Donc, c'est une réalité que ces molécules-là sont présentes dans nos organismes et donc elles viennent se loger dans différentes parties, dans les organes. Et puis, à un moment donné, évidemment, on s'interroge aussi pourquoi est-ce qu'il y a des pathologies, des déséquilibres. Mais évidemment, quand l'organisme est surchargé d'un ensemble de molécules qui n'arrivent pas, qui sont donc de synthèse, donc non naturelles, donc difficiles à dégrader, à transformer, à évacuer par l'organisme, eh bien ça le surcharge et donc ça crée des déséquilibres et donc différents types de pathologies. Alors les effets cocktails, eh bien c'est là où on va mettre ça en parallèle directement avec les seuils des analyses qui nous sont proposées parce qu'en fait, on sait que, eh bien, à partir du moment où des molécules sont présentes ensemble, donc il y a une analyse qui a été faite par le CNRS qui a porté sur la mise en relation de 3 molécules, de 3 pesticides ensemble, et ils se sont aperçus que par rapport à leur niveau de toxicité, quand ces molécules sont combinées, donc ce fameux effet cocktail, eh bien, en fait, les seuils devraient être revus de 1000 fois à la baisse par rapport à ce qui nous est proposé, donc 1000 fois inférieur, parce que les seuils de toxicité sont largement plus élevés. Donc, ça veut dire que même ce qu'on nous propose dans les analyses d'eau, où on nous dit l'eau, d'ailleurs, on nous dit plus que l'eau est potable, on nous dit que maintenant c'est de l'EDCH, c'est-à-dire de l'eau destinée à la consommation humaine. Voilà. Comme dit un autre chercheur, l'eau potable, aujourd'hui, ça voudrait dire de l'eau qu'on peut mettre dans un pot. Voilà. Donc, avec en plus ces effets des molécules combinées, eh bien, également, les seuils n'ont finalement plus véritablement de sens par rapport à la santé, la qualité de l'eau pour l'organisme. Alors, je reviens sur un petit point également dont on entend moins parler, mais qui est éminemment très en vue à l'heure actuelle, ce sont les résidus médicamenteux qu'on retrouve également présents dans l'eau. Pourquoi et comment cela se fait-il? Eh bien, parce que notre organisme relargue entre 70 et 90% ces molécules-là. Il ne les métabolise pas. Donc, ça veut dire que tout ça, ça va où? On peut le voir ici. Ça passe donc c'est évacué par les toilettes et puis les caniveaux. On arrive à la station d'épuration. Dans les stations d'épuration, donc on voit que les traitements, c'est du gros dégrillage, du dégraissage, traitement biologique, c'est-à-dire qu'il y a des adjonctions de bactéries qui vont réussir à dégrader certains éléments. Et puis, ensuite, c'est rejeté dans les cours d'eau. Et on s'est aperçu qu'à la sortie des stations d'épuration, il y avait au moins 50%, si ce n'est plus, sur des analyses faites. D'ailleurs, c'était dans Capital Terre, M6, qui montrait ces informations-là. Eh bien, donc, on retrouvait au moins 50% de ces molécules-là. Donc, elles repartent dans les cours d'eau. Et comment ça se passe de l'autre côté? On voit ici, là, sur la petite image, qu'on a une alimentation en eau potable qui vient capter dans les cours d'eau, puisqu'on capte soit dans les nappes phréatiques, soit dans les cours d'eau, soit dans les sources, pour aller alimenter à nouveau la station de traitement de l'eau, celle qui est censée donc traiter l'eau avant de l'envoyer chez nous, et donc de la rendre saine, de bonne qualité, potable, favorable à notre santé, pour notre consommation. Sauf que dans ces stations de traitement de l'eau, les résidus médicamenteux ne sont pas traités non plus. Par exemple, on parle ici des résidus médicamenteux, mais c'est pareil pour d'autres molécules. Parce qu'on n'a pas les systèmes de traitement adaptés pour ça, parce que ce sont des molécules très fines, et en plus, avec les quantités d'eau, énormes d'eau qui passent dans une ville, par exemple, il faudrait des systèmes de traitement incroyablement perfectionnés. Et une autre information qui a quand même son importance, c'est que souvent on dit c'est l'agriculture, les pesticides qui polluent, mais on consomme autant à l'année chez un particulier de produits détergents que dans l'agriculture de pesticides. Donc ça veut dire que la part qui nous revient, nous aussi, au-delà du fait que quelque part, s'il y a des pesticides dans l'agriculture, c'est parce qu'il y a des consommateurs de produits qui contiennent et qui utilisent des pesticides. Mais les détergents, c'est-à-dire ce qu'on utilise chez nous en termes de produits de nettoyage, ça représente aussi une part extraordinairement importante de ce qui est rejeté après dans l'eau. Pourquoi si peu d'informations sur la pollution de l'eau? Parce que tous ces sujets-là, en fait, sont liés. C'est-à-dire que c'est pas le tout de dire aux consommateurs, oui, il y a une problématique de qualité de l'eau, de pollution de ci ou de là. Mais à un moment donné, il y a une véritable, ça amène une véritable aussi prise de conscience que, oui, mais comment se fait-il que ces molécules se retrouvent dans l'eau? Oui, médicaments, oui, c'est comment est-ce que je me soigne. Les détergents, c'est qu'est-ce que j'utilise comme produit chez moi. Les pesticides, c'est comment est-ce que je m'alimente.
Et là, on voit qu'il y a une chaîne et qu'évidemment, aussi pour un consommateur de se questionner vraiment sur la qualité de l'eau, bah, c'est à un moment donné remettre en question ses modes de fonctionnement. C'est aussi une des raisons pour laquelle aborder cette thématique-là, celle de l'eau, hein, si vous vous rappelez de l'image du départ, c'est aussi cet élément regarder quelque part à l'intérieur de soi, ben, on voit le lien que nous amène à faire cet élément à travers ce qui nous est proposé ici. Alors, vers quoi se tourne le consommateur quand il a un doute sur la qualité de l'eau du réseau? Ben, souvent, il va se tourner vers les eaux embouteillées. Alors, je ne vais pas faire une grande épilogue là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a quand même à l'heure actuelle encore, et là on met 35% de consommateurs qui consomment de l'eau en bouteille, je me demande si c'est pas au-delà quand même encore aujourd'hui, parce que c'est vraiment important. Ça a un coût évidemment économique, mais aussi écologique. Économique parce que bah voilà, hein, c'est un foyer de 4 personnes, c'est environ 350. Alors en général, c'est à peu près une centaine d'euros par an et par personne. Hein. La consommation d'eau en bouteille, selon les types de bouteilles, enfin, c'est si on fait la cuisine avec ou pas, si on fait que boire, si on fait des préparations diverses. Mais c'est un coût qui n'est pas neutre. Et puis voilà, une publication aussi sur le fait que, bah, en même temps, au-delà du fait que ça pose des vraies questions, le pompage de ces eaux à certains endroits, notamment voilà, Evian par exemple, il y a eu ce cas-là récemment, de pomper une ressource qui aussi est une ressource qui devrait être accessible à tous finalement. On en avait entendu parler au loin dans certains pays, mais moins en France, mais maintenant ça arrive aussi chez nous. Oui, alors est-ce que c'est juste, équitable, équilibré qu'une entreprise, et alors je me souviens plus des volumes, mais c'est en mètres cubes, c'est énorme ce qui est pompé chaque jour pour l'embouteillage, pour des profits énormes et conséquents aussi. Alors c'est une vraie question économique et écologique aussi, suite à ces études qui sont sorties hein, sur ce qu'on appelle les invisibles, les microplastiques. Alors évidemment, les bouteilles plastiques font partie de ce qui va se dégrader et se retrouver dans la nature, mais il y a aussi évidemment plein d'autres plastiques, il n'y a pas que les bouteilles plastiques. Mais enfin, ça fait quand même que du coup, on retrouve ces microplastiques présents partout, que ça soit d'ailleurs dans l'eau du réseau ou dans l'eau des bouteilles plastiques elles-mêmes. Et évidemment aussi dans l'alimentation, ce qui fait qu'on consomme quand même l'équivalent de 5 grammes de plastique par semaine à travers tout ça, que ce soit les eaux, l'alimentation ou autre. C'est énorme, on a du mal à imaginer que ça puisse être réel. Étude réalisée récemment. Alors sur la qualité des eaux embouteillées elles-mêmes, petite étude réalisée par 60 millions de consommateurs sur 37 sources différentes, dans lesquelles ont été recherchées 85 molécules. Alors finalement, c'est très peu parce que, voilà, comme vous l'avez vu tout à l'heure, on utilise couramment plus de 100 000 molécules chimiques en Europe. Donc, et on s'aperçoit quand même que sur ces 85 molécules recherchées dans 37 sources, bah, dans 10, on s'aperçoit qu'il y a soit des pesticides ou des résidus médicamenteux. Ça veut dire que même dans ces zones où on a des sources avec des périmètres de captage protégés, avec des zones qui sont préservées, même dans ces zones-là, on arrive à retrouver ces molécules-là qui sont présentes. Donc évidemment, il n'y a pas trop d'illusions à se faire dès qu'on est sur des zones avec des eaux de surface en contact avec voilà, beaucoup plus de ces éléments-là. Et puis, sans surprise non plus, hein, le plastique lui-même, l'impact du plastique sur l'eau, du plastique de la bouteille, là aussi, analyse réalisée. Donc, sur différents types de plastique, et on voit que ça relargue des particules qui jouent après en tant que perturbateurs endocriniens, les petits moteurs qui font fonctionner nos organismes. De toute façon, j'imagine, vous avez tous vu comme moi, dans les zones, que ça soit de production ou de distribution, ces palettes de bouteilles d'eau en plein soleil, exposées à l'extérieur. Voilà. Donc, à un moment donné, les interactions elles se font, c'est naturel, puisque l'eau est également un très grand solvant. Alors, question que nous pouvons nous poser aussi, puisque là, on a parlé plus de l'eau de boisson, celle qui va nous servir aussi pour la cuisine, mais c'est vrai qu'on peut s'interroger quand même aussi sur la qualité de l'eau pour l'organisme, on pourrait dire extérieur, le bain, la douche. Et c'est une vraie question de savoir, finalement, est-ce que ça a un impact sur notre organisme, cette eau-là, et quelle est la hauteur de cet impact-là? Est-ce que ça n'a pas un grand intérêt, finalement, d'améliorer la qualité de l'eau d'une douche, ou est-ce que ça a un intérêt notoire? Évidemment, vous verrez qu'il y a peut-être aussi une différence
entre un adulte et puis un enfant, un nourrisson qu'on va baigner et qui, pour le coup, s'hydrate, lui, majoritairement, en fait, par la peau. Et ça permet aussi de mieux comprendre cette, euh, cette observation faite par le magazine scientifique Nexus, qui nous disait, puisque les produits chimiques s'absorbent 600 fois plus facilement par la peau que par ingestion, l'eau du bain et l'eau potable devraient être filtrées de façon adéquate. C'est-à-dire que quand on ingère l'eau à travers les sucs gastriques, il peut y avoir certaines molécules qui arrivent à être dégradées, à être transformées et finalement à être ou métabolisées ou évacuées par l'organisme. Mais en fait, par la peau, l'imprégnation, elle est directe. Il n'y a pas de barrière de retraitement. Donc, ça veut dire que ça s'imprègne tel quel directement dans la peau, alors que ce soit le chlore ou d'autres particules. Et donc, effectivement, ça nous indique aussi qu'il y a une importance à améliorer la qualité de l'eau aussi sur cette partie-là pour les usages corporels, qui plus est, évidemment, pour les jeunes enfants, les bébés et les nourrissons. Alors, j'aborde ici une dimension qui est un petit peu différente de la partie, je dirais, physico-chimique de l'eau, qui est la partie de ce qu'on appelle la structure de l'eau. Et donc, déstructuration de l'eau, puisqu'il se trouve qu'il y a une différence vraiment importante, mais je vais étoffer un peu plus ce sujet après, entre l'eau qui passe dans des canalisations telles qu'on peut les voir ici, à angle droit, sous pression, sur des kilomètres de canalisation, et une eau qui va serpenter et circuler naturellement dans la nature et dans les strates rocheuses. Et donc, là, il y a eu évidemment nombre d'études, d'observations, d'expérimentations par nombre de chercheurs, et c'est encore le cas à l'heure actuelle, bien évidemment, c'est un sujet qui est en plein foisonnement d'ailleurs, sur cette caractéristique et cette réalité de l'eau à pouvoir du coup se modeler, se structurer, se mettre en cohérence, en résonance avec son environnement et à prendre différentes formes, différents états, différentes structures qui sont plus ou moins favorables. Donc ça, c'est un autre point, c'est qu'évidemment, les réseaux d'eau ne sont pas pour améliorer la qualité de l'eau de ce point de vue-là. Alors, maintenant qu'on a balayé un petit peu le panel de l'état, de la qualité de l'eau, de ce qu'on peut trouver en fait dans les propriétés de l'eau, eh bien, l'idée c'est aussi de dire qu'est-ce qu'il est possible de faire par rapport à chez soi. Alors, peut-être pour éviter la consommation excessive de vin ou d'alcool après cette présentation, en se disant bon finalement mieux vaudrait peut-être consommer du vin que de l'eau. Nous allons quand même scruter les différents outils en fait à notre disposition pour améliorer la qualité de l'eau. Et donc là, on va trouver bien évidemment la filtration de l'eau. Alors, même s'il existe une multitude en fait de systèmes et de variétés de systèmes, il n'y a pas 36 manières en fait de filtrer l'eau. On a 4 grandes familles qui sont des supports, des systèmes, des médias filtrants, qui sont déclinés après dans des outils différents. Mais en fait, il n'y a pas 36 manières de filtrer l'eau. Donc, je vais balayer rapidement ces différentes familles. Ce qu'on retrouve, c'est le charbon, qui est certainement le matériau en fait le plus utilisé dans la filtration de l'eau à travers le monde, parce que c'est d'une part le plus accessible, et d'autre part, puis, tant au niveau de son accessibilité, de son coût, que de sa qualité, de ses performances de filtration, de rétention. Et le charbon fonctionne avec 2 modes, ce qu'on appelle l'absorption et l'adsorption, c'est-à-dire cette faculté qu'a le charbon d'attirer, comme un aimant, les molécules de synthèse qui ont des charges opposées. Donc, c'est ce qui fait aussi la qualité en fait, de filtration du charbon, avec différents types de charbon existants. On trouve aussi l'osmose inverse depuis assez longtemps existant, qui est certainement un des systèmes les plus performants au niveau de sa finesse de filtration. Et c'est également ce niveau de performance très élevé qui va poser les problématiques liées à la filtration par osmose, parce qu'il va falloir, par exemple, beaucoup nettoyer les membranes qui, du coup, se saturent avec ce qu'elles vont capter. Donc ça veut dire une quantité d'eau importante qui est rejetée. Ça veut dire aussi qu'on ne peut pas utiliser de l'osmose, par exemple, pour filtrer toute une habitation. Ça, c'est pas possible. Et ça veut dire qu'on a aussi des débits assez réduits. Et ça retire également les éléments minéraux contenus dans l'eau. Et ça, on va voir que c'est quand même une interrogation de savoir est-ce qu'on doit retirer ou non les éléments minéraux contenus dans l'eau.
On trouve aussi des systèmes de filtration céramique, comme on peut voir, c'est des cartouches, c'est un minéral très fin et poreux qui du coup permet de retenir les résidus à l'extérieur. C'est pareil, là en général on a un débit qui est assez réduit, donc on peut traiter qu'un seul point d'eau et ça demande un certain entretien parce que les surfaces extérieures ont tendance à se saturer et donc du coup il faut aussi les nettoyer. Donc là, sur les aspects pratiques, cet outil-là est moins intéressant. Et puis après, on a une quatrième catégorie qui est presque plus annexe. C'est tous les filtres tissus ou synthétiques qui sont plus de la préfiltration et qui vont servir plutôt pour les sédiments, les grosses particules en fait, mais qui ne vont pas servir à capter tout ce qui est résidus médicamenteux, voilà, autres pesticides, etc. Alors, il y a un point qui est aussi quand même important à voir et à distinguer, à discerner, c'est la différence entre la filtration et l'adoucissement de l'eau. C'est vrai que c'est une confusion qui est souvent faite, euh, parfois parce qu'il y a aussi des problématiques de calcaire, donc de tartre, hein, présentes dans différents départements en France, et souvent on amalgame en fait le fait d'adoucir l'eau avec l'adoucisseur et le fait de filtrer l'eau. Ce sont deux outils différents et un adoucisseur ne filtre pas l'eau. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un adoucisseur? En fait, c'est l'appareil que vous pouvez voir là, qui a un capuchon bleu. En fait, c'est une bonbonne qui contient des résines synthétiques et ces résines, en fait, vont capter les ions calcium, hein, qui génèrent donc le calcaire, calcium, calcaire, le tartre. Et donc, ces résines, elles captent le calcium. Sauf qu'à un moment donné, ces résines, elles sont chargées, elles sont saturées en calcium, donc il faut les désaturer. Et pour ça, on va utiliser du sel, du sodium, qui par réaction chimique, en fait, mélangé avec de l'eau, va venir décharger, en fait, ces ions calcium et va permettre la résine de pouvoir, du coup, se régénérer et capter à nouveau du calcium. Donc ça occasionne derrière différentes problématiques parce que du coup, il faut un bac avec du sel, il faut recharger en sel. Donc ça fait aussi, il faut nettoyer la résine. Donc ça fait beaucoup d'eau qui est rejetée, de l'eau qui est pleine de sodium, qui est rejetée dans la nature, ce qui est quand même pas, encore une fois, idéal pour l'écologie, clairement. Et puis, ça laisse aussi une partie de ce sodium quand même sur la résine, ce qui fait que derrière, on a une eau qui contient quand même un peu de sodium. Et en plus de ça, la résine peut être sujette évidemment à la prolifération de bactéries à l'intérieur. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs ces eaux sont interdites à la consommation dans les lieux qui reçoivent du public. Cette interdiction n'a pas été jusque chez les particuliers, c'est-à-dire que vous pouvez très bien vous faire installer un adoucisseur. Normalement, l'installateur doit vous laisser toujours un piquage en amont qui va alimenter votre robinet de cuisine, par exemple, pour la consommation de l'eau, mais ce n'est pas toujours forcément respecté non plus. Donc là, on voit qu'il y a une nuance en fait entre cet adoucisseur qui du coup capte le calcium et un système de filtration de l'eau qui lui va capter les polluants qui sont contenus dans l'eau. Ce sont vraiment deux outils différents. Voilà. Puis souvent, l'adoucisseur est couplé à l'osmoseur pour retirer le sodium qui a été ajouté en plus dans l'eau. Ça fait des installations un peu complexes. Alors, la question du calcaire et la problématique est quand même une question pour certaines personnes dans certains départements qui est vraiment aussi importante et presque centrale pour certaines personnes. Peut être traitée naturellement, et ça c'est important de le savoir aussi et de le comprendre, parce qu'en fait, ce qui est formé en termes de calcaire, de tartre dans une habitation, que ce soit dans les canalisations, au niveau des robinetteries, sur les résistances ou les parois des douches, etc., c'est du calcite, de la calcite en fait, hein, donc c'est un état particulier en fait du calcaire, on pourrait dire, et on peut le transformer naturellement en modifiant les propriétés de l'eau. Ça, c'est aussi quelque chose finalement que nous offre la nature, c'est que quand on redonne à l'eau ses propriétés dynamiques, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, juste avant d'aborder cette partie-là, la notion de déstructurer, structurer ou déstructurer l'eau, la notion de structuration, de cohérence, de dynamisation, de vitalisation de l'eau, il se trouve que quand on ramène cette dynamique vitale de cohérence dans l'eau, on va avoir aussi une action sur les éléments minéraux qui sont contenus dans l'eau, dont le calcium fait partie. Et du coup, le calcium qui a cette forme qui va s'incruster, qui va s'accrocher parce qu'il est dense, parce que le niveau énergétique de l'eau est pauvre, va du coup se modifier, se transformer, et on va passer de l'état calcite incrustant à l'état aragonite qui perd la quasi-totalité de ses propriétés incrustantes et qui du coup évite les problématiques liées au calcaire. Et ça, c'est aussi une des conséquences directes physiques, physico-chimiques,
de l'action de ce qu'on appelle la restructuration, la dynamisation de l'eau. C'est une action directe qu'on peut percevoir dans le domaine purement physique. Ça nous amène, eh bien, tout naturellement à cette thématique particulière qui est celle de la dynamisation, vitalisation de l'eau et qui est vraiment une thématique à part entière et ô combien, au moins autant importante que la thématique de la filtration de l'eau. Hein. C'est vraiment deux aspects. Quand on parle de la qualité de l'eau, eh bien, on parle de la qualité physico-chimique, c'est-à-dire une eau sans molécules chimiques de synthèse, et l'aspect énergétique, la cohérence, l'aspect dynamique de l'eau. Et c'est quand ces deux éléments-là sont réunis qu'on peut parler d'une eau véritablement de qualité et favorable à l'organisme totalement. Voilà. Pas partiellement, mais totalement, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir vraiment remplir ses fonctions parce qu'elle a aussi ses dynamiques vitales naturelles. Alors, qu'est-ce qui nous a amené à nous interroger sur ces dynamiques de l'eau? Bien évidemment, à l'origine, ce sont ces fameuses sources dites guérisseuses ou sources dites miraculeuses. Et il y en a comme ça énormément à travers tout le territoire, ne serait-ce que sur la Bretagne, on en compte environ 2000, avec chacune des propriétés particulières, elles sont reconnues, voilà, et pour avoir des propriétés de rééquilibrage ou de guérison sur voilà, ça va être des fois dans la sphère psychique, des fois ça va être au niveau de certains éléments corporels ou certains organes, ou au niveau de la peau, ça peut être au niveau, des fois c'est d'autres propriétés, ça va être pour réussir pour une femme à être plus féconde, pour pouvoir avoir un enfant, ça va être, etc. Et en fait, autant de propriétés, on pourrait dire, de sources, qu'il y a de sources et qu'il y a de personnes qui se rendent sur ces sources avec voilà, ou aussi leur système de croyance. Et évidemment, c'est une vraie interrogation de savoir, mais qu'est-ce qui fait que ces sources ont des propriétés qui sont dites guérisseuses ou miraculeuses? Alors, est-ce que ce sont les propriétés minérales de ces sources, c'est-à-dire les minéraux qu'elles contiennent ou les combinaisons minérales qui font que, tiens, du coup, ça octroie à l'eau de cette source des propriétés particulières? Est-ce que ce sont les propriétés du terrain lui-même, c'est-à-dire là où jaillit la source, l'environnement dans lequel elle se trouve, qui aurait une action sur l'eau elle-même? Est-ce que ce sont les propriétés de l'eau elle-même, c'est-à-dire ces dynamiques dont on va parler aussi juste après, cette fameuse dynamique tourbillonnaire, les dynamiques de l'eau qui, à travers ces différents mouvements, les méandres qui se forment dans les cours d'eau naturellement, est-ce que ce sont ces dynamiques-là qui génèrent des propriétés au niveau de l'eau qui permettent à ces sources d'avoir ces caractéristiques dites guérisseuses ou miraculeuses? Est-ce que ce sont simplement les systèmes de sanctification ou de croyance, les rites qui sont pratiqués autour ou en complément avec ces eaux ou autour de ces sources? Est-ce que ce sont ces rites-là et ces systèmes de croyance qui finalement confèrent à l'eau des propriétés particulières qui vont faire que finalement elles ne vont être bénéfiques que pour ceux qui sont dans ces systèmes de croyances, de rituels ou de pratiques? Ou est-ce que finalement ces sources dites guérisseuses ne seraient attribuées qu'aux sources thermales, ou alors que c'est l'aspect thermal, la température qu'on peut voir dans les sources thermales qui vont sortir à différents niveaux de température, qui vont avoir une action? Vous voyez en fait un ensemble d'interrogations, mais qui sont toutes liées à des caractéristiques spécifiques que peuvent avoir ces eaux et ces sources, et qui en fait sont des portes ouvertes vers des univers spécifiques qui nous amènent à comprendre ce qu'est véritablement l'eau, comment fonctionne l'eau, et que ce n'est pas juste en fait un aspect particulier ou minéral ou du terrain ou de propriété de l'eau ou de système de croyances, etc., qui vont faire que les sources sont dites miraculeuses ou guérisseuses, en fait, qu'elles sont reconnues pour avoir des actions, parce que ce n'est pas que dites ou une extrapolation ou des systèmes de croyances non plus. Hein, c'est vraiment avéré sur un ensemble de sources de personnes qui se sont rendues par milliers pendant des années parce que justement il y avait des propriétés de régénération de l'organisme. Donc c'est pas non plus une vue de l'esprit. Il y a vraiment un phénomène physique qui se passe dans la biologie et c'est lié évidemment à un ensemble de caractéristiques de l'eau qui sont liées à toutes ces questions, ces thématiques que je viens d'aborder. Alors, l'idée, ça va être quoi du coup? Eh bien, ça va être de reproduire ce qu'on a observé dans la nature et de faire en sorte que ce qu'on a observé, qu'on a compris,
qui amènent à avoir ces eaux qui sont vraiment favorables pour l'organisme, eh bien de les reproduire pour pouvoir en bénéficier chez soi, parce que il se trouve que finalement, très peu de gens ont la chance d'avoir une source, qui plus est de très haute qualité, dans leur jardin. Donc, l'idée, c'est quand même de pouvoir pour autant, puisque nous consommons tous de l'eau et tous les jours et plusieurs fois par jour, et de pouvoir bénéficier de ça chez soi. Une des dynamiques qui est évidemment la plus impactante et la plus, je dirais, en vue aussi, puisque c'est cette dynamique qui est quasiment mécanique, mais en fait pas que, elle est bien plus que ça. C'est la dynamique tourbillonnaire qui génère ce qu'on appelle l'effet vortex. Et il se trouve que cette dynamique tourbillonnaire, eh bien, elle crée au niveau de l'eau des caractéristiques particulières qui vont en fait permettre de ce qu'on appelle structurer l'eau. On peut aussi dire dynamiser l'eau, en tout cas, c'est-à-dire qu'ils vont lui amener une cohérence. Si on regarde d'ailleurs cette dynamique tourbillonnaire, comme on peut la voir ici à l'image, d'ailleurs, qui est présente de l'infiniment petit à l'infiniment grand dans notre univers, et de ce qu'on peut percevoir, hein, l'infiniment grand, c'est les galaxies, qui sont quand même les corps célestes les plus grands qui peuvent être appréhendés par la science. Les corps célestes les plus grands sont des dynamiques tourbillonnaires. Jusqu'aux corps les plus petits, c'est-à-dire l'atome, on a un peu avant, on a l'hélice, la double hélice d'ADN avec cette forme hélicoïdale, pareil, et puis l'atome et le noyau de l'atome qui intègre cette double dynamique tourbillonnaire qui forme une sphère qui est le noyau de l'atome. Et donc, de l'infiniment grand à l'infiniment petit, il y a cette dynamique qui est présente. D'ailleurs, si vous allez à proximité d'un cours d'eau, je vous invite vraiment à regarder dans la rivière et de voir ces tourbillons qui se forment par centaines en permanence, à droite ou à gauche, qui sont là, en fait, pour régénérer l'eau. Il y a eu aussi un nombre d'observations faites à ce sujet-là. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser, évidemment, ces dynamiques tourbillonnaires, mais pas que, pour régénérer l'eau. Quoi d'autre? On s'est aperçu que les minéraux et le parcours de l'eau dans les strates rocheuses sous terre, les dizaines, centaines, voire des fois milliers de kilomètres que l'eau va pouvoir parcourir dans ces strates rocheuses avant d'arriver à une résurgence, à une source où elle jaillit de par elle-même, où elle a terminé son cycle géologique naturel, et où elle va avoir aussi des minéraux qui sont dits natifs, c'est-à-dire qui sont dans un état dynamique particulier qui les rend facilement assimilables par l'organisme, eh bien, on va aussi reproduire ces caractéristiques-là, c'est-à-dire les caractéristiques du sol, du terrain, qui permettent en fait à l'eau, d'une part à travers les éléments minéraux qu'elle va côtoyer, mais également à travers les caractéristiques des roches qu'elle va côtoyer, de pouvoir acquérir des propriétés particulières qu'on va qualifier donc des propriétés de dynamique ou vitale. On peut conserver un mot, un terme, je dirais générique, qui serait le terme d'eau vitale, de caractéristiques vitales, d'eau vitalisée, parce que ça image bien en fait la réalité de l'état dans lequel va se trouver cette eau-là quand elle a ces caractéristiques, c'est-à-dire que c'est une eau qui est beaucoup plus favorable aux vivants. Tout ce qui est de l'ordre du vivant, que ce soit le végétal, l'animal, l'humain, ça va augmenter, ça va favoriser sa croissance. Donc, sur les minéraux, c'est pareil. Hein. Ces minéraux qui sont ces particules toutes petites présentes dans l'eau, c'est vrai qu'il y a, je vais rentrer un tout petit peu dans ce détail-là, mais sans trop approfondir, mais il y a deux écoles sur les minéraux contenus dans l'eau. Hein, une école qui dit, non, ces minéraux ne sont pas assimilables par l'organisme, ce sont comme des cailloux, l'organisme ne peut pas les assimiler. Il y a une école qui dit, si, les minéraux, ils sont présents naturellement dans l'eau, c'est normal, on peut en consommer, aucun problème. Et en fait, c'est pas ni tout blanc ni tout noir, c'est pas ni tout l'un ni tout l'autre, ni exactement ça. C'est un peu entre les deux que ça se situe, parce qu'en fait, ça dépend de l'état dynamique dans lequel sont ces minéraux. C'est-à-dire que si on consomme ces eaux au niveau des sources, avec l'eau, ses dynamiques naturelles et la dynamique des minéraux, on a des minéraux dits natifs qui sont facilement assimilables par l'organisme, puisque ce sont des charges qui sont chargées elles-mêmes par l'eau et qui, du coup, avec cette dynamique, s'intègrent facilement dans l'organisme pour créer les interactions. Par contre, une fois que ces eaux sont sorties de leur cadre, je dirais, naturel et dynamique, qu'on les mette en bouteille ou qu'on les fasse passer dans des canalisations, on perd ces propriétés-là de l'eau, des dynamiques de l'eau et des éléments minéraux. C'est pour ça qu'on a aussi dans les informations qui disent qu'il vaut mieux consommer des eaux faiblement minéralisées, sinon elles surchargent l'organisme. Or, ce n'est pas tout à fait juste parce qu'à partir du moment où on ramène dans l'eau cette dynamique vitale, eh bien, on va également permettre à ces minéraux-là d'être facilement présents dans l'eau, d'être facilement assimilés par l'organisme. Donc là, la quantité de minéraux présents dans l'eau est moins importante finalement,
à partir du moment où on a recréé ces dynamiques vitales dans l'eau. Alors, quels sont les avantages de l'eau dynamisée sur le végétal, par exemple? Parce que si autant on peut se dire, tiens, bah, sur l'humain, peut-être qu'effectivement, c'est le fait de croire que l'eau est vitale ou structurée ou cohérente que ça génère quelque chose à celui qui croit dans son organisme. Ce qui peut être éventuellement abordé ou cru sous l'angle, voilà, c'est un effet placebo, va l'être beaucoup moins si on parle des observations faites sur le végétal ou sur l'animal. Et sur le végétal, qu'est-ce qu'on constate? Et ça, voilà, il y a aussi des expériences très simples à réaliser sur de la germination de graines, par exemple. Ici, on voit sur l'image du bas à gauche ces graines germées, donc c'est rapide en plus. En l'espace de 7 jours, on peut voir vraiment une différence entre des graines arrosées, enfin mises voilà, avec de l'eau du réseau non filtrée, donc éclorée et non dynamisée, et ces mêmes graines avec la même eau, mais juste filtrée et vitalisée. Et même proportion d'eau, mêmes environnements, même quantité de graines. Enfin voilà, c'est toujours l'idée, c'est de faire des tests comparatifs avec des choses et des proportions, voilà, toutes choses étant égales par ailleurs. Et qu'est-ce qu'on constate? Ben voilà, ne serait-ce que par exemple sur la germination, on a une germination déjà qui est plus rapide, évidemment qui est plus importante parce qu'il y a un développement racinaire également qui est plus important. Alors là, sur les graines ici, dans l'expérience que j'avais réalisée, c'est vraiment spectaculaire parce qu'il y avait, on peut dire, plus de 95% des graines qui avaient germé, alors que de l'autre côté, on était plutôt à 30%. Et si on va au-delà de ça, c'est-à-dire qu'on laisse pousser les plantes, eh bien, on va s'apercevoir qu'on a un meilleur état sanitaire en général et un système immunitaire de la plante plus puissant. Et si on va sur des fruits ou des légumes qui sont portés à maturité, on va s'apercevoir que la maturité est plus rapide avec en général une quantité d'eau nécessaire qui est inférieure de l'ordre de 30% en quantité d'eau. Et on a des propriétés nutritives plus importantes. Et puis, vous voyez la petite image de droite en haut, c'est une expérience qui a été faite sur des plantes, pareil, achetées en jardinerie, avec une eau chauffée au micro-ondes et refroidie bien sûr, et puis une plante arrosée avec l'eau chauffée au micro-ondes et l'autre arrosée avec de l'eau normale. Et comme le micro-ondes en fait chauffe par friction et par désorganisation et déstructure désorganise l'eau, ben finalement ça donnait un résultat qui sur la plante voilà, est ce qu'il est, c'est-à-dire qu'elle a disparu. Voilà, donc là sur le végétal, on peut s'apercevoir qu'on a une augmentation en fait de la vitalité, on pourrait dire à tous les niveaux en fait de la plante. Que se passe-t-il sur les animaux? Expérience réalisée par Marcel Violet, dont une de ses conférences est encore accessible, où il détaille vraiment les différentes expériences qu'il a pu faire, parce qu'il y en a un certain nombre, et ce qu'il a constaté, les résultats, voilà, sur des animaux, des fermes, sur des grandes cultures en végétal, etc. Vraiment une conférence extraordinaire à écouter. C'était un ingénieur des arts et métiers, donc je veux dire un scientifique qui était très voilà, carré, cadré et sur les expériences qu'il mettait en place. Et entre autres, une des expériences intéressantes et importantes qu'il a faites, c'était sur des rats. Et c'était au début de ses expérimentations avec l'eau qu'il appelait biodynamisée, où il s'interrogeait sur le type de fréquence qu'il transmettait à cette eau-là, qui était au-delà des rayons X, il ne savait pas si c'était dangereux. Et donc, il avait fait boire comme ça, sur 7 générations, à des rats, cette eau modifiée, il appelait à l'époque, pour voir si elle induisait pas des effets néfastes. Et donc, ayant un certain nombre de rats assez important dans son laboratoire, il ne les a pas tous tués. Enfin, il n'allait pas tous les tuer, il ne les a pas tués du tout d'ailleurs, il les a rendus à un autre laboratoire. Et cet autre laboratoire lui faisait des injections de différents virus sur différentes compagnies de rats pour observer l'impact de ces virus. Et il se trouve que les rats qui venaient du laboratoire de Marcel Violet ne mouraient pas, en comparaison des autres qui très rapidement en fait, mouraient avec ces virus-là. Et en fait, ces rats fabriquaient un kyste autour du virus injecté, et puis le kyste se résorbait. En fait, ces rats avaient un système immunitaire tellement puissant qu'ils n'étaient pas impactés par ces virus. Donc ça, c'est vraiment je dirais une information, j'ai envie de dire presque hautement capitale à l'heure actuelle, avec tout ce qu'on entend, de comprendre que évidemment, à partir du moment où notre système immunitaire est puissant, eh bien, il va remplir ses fonctions naturelles de pouvoir combattre voilà, un parasite, un virus, une bactérie, voilà, X ou Y, peu importe.
Donc là, on voit l'importance aussi de ces propriétés de ces eaux et on comprend mieux aussi l'information de, eh bien oui, notre corps est constitué en majorité d'eau, 70% pour sa masse, 99% nombre de molécules. Donc, si tous les jours je consomme une eau qui a des propriétés vitales, qui renforcent mon système immunitaire, ben, étant donné que mon corps est constitué en fait en majorité d'eau, je viens interagir sur un des aspects, un des éléments les plus conséquents de mon organisme. C'est un peu comme agir sur les bases, les structures, les piliers d'une maison. C'est vraiment important. Autre expérience réalisée que j'ai pu mettre en place sur des différentes compagnies de coqs, de poules, pardon, pas que je vois l'image du coq, mais c'était des poules, enfin, des couples de poules aussi, voilà, plein de sortes différentes qu'un ami avait, qui provenaient de différentes espèces, qui les collectionnait avec de telle variété, telle race, telle espèce, de tel endroit du monde. Enfin voilà, il avait vraiment une connaissance importante de ces poules. Donc là, je me suis dit, lui, pour faire une expérimentation, c'est mon homme. Et donc, je lui propose de faire boire à ces poules de l'eau dynamisée. Je lui ai dit pourquoi pas, peu importe, après tout, on n'a qu'à voir. Et on a regardé évidemment sur un couple de poules qui avait un système immunitaire défaillant, qui était en mauvaise santé, qui a du mal à se reproduire. Et ce qu'on a observé tout de suite, et qui était vraiment évidemment étonnant, c'est que des poules qui buvaient en moyenne 1 litre d'eau se sont mis à boire à peu près 3 litres d'eau du jour au lendemain, juste parce qu'on leur avait donné de l'eau dynamisée. Alors, on avait évidemment expliqué aux poules, on va vous mettre de l'eau dynamisée, vous comprenez, les meilleurs, il faut en boire plus. Première observation. Deuxième observation, plus dans le temps, au niveau de la couleur de la brillance des plumes, de la couleur de la crête du coq, et évidemment de l'état de santé global des gallinacés, et de leur capacité de se reproduire, et même un peu en avance sur la période. Et tout ça a été validé et évidemment concluant, et on pourrait dire presque surprenant, mais c'est la réalité en tout cas. Voilà. Alors, sur nous, les humains, que se passe-t-il? Vous l'avez compris, nous ne sommes rien d'autre que de belles plantes vivantes, des animaux sauvages, pleins de vitalité, qui n'attendent qu'une seule chose, de retrouver cet élément tel qu'il se présente dans la nature en pleine vitalité, qui est l'eau qui nous constitue, pour abreuver l'ensemble de ces cellules, de ces 99% d'eau présent à l'intérieur de son organisme, en nombre de molécules, et de faire en sorte que cette eau qui entre en résonance avec l'eau de nos propres organismes, fasse en fait simplement son job, j'ai envie de dire, ce qu'elle a à faire, c'est-à-dire de venir non pas charger avec tout un tas de choses et de ne pas pouvoir du coup réaliser le nettoyage, les interactions pour faire fonctionner tout ça, mais en fait qu'elle arrive libre de molécules chimiques de synthèse et pleine de cohérence et de dynamique pour entrer dans notre organisme et du coup créer les interactions, parce que l'eau, elle va servir à rentrer à l'intérieur des cellules, elle interagit avec les différents éléments qu'on a dans notre organisme, dans nos cellules, pour passer des barrières, pour aller chercher les éléments qui ont besoin d'être exportés, nettoyés. C'est pour ça qu'on arrive à nettoyer une assiette avec de l'eau, c'est parce que l'eau, elle va réussir à capter des éléments pour pouvoir ensuite les rejeter. Elle fait la même chose dans notre corps, elle est là pour entrer, interagir, capter, et pour pouvoir ensuite évacuer de notre organisme ce qui doit être évacué.